Donc, je vais vous parler de la rythmologie interventionnelle qui n'a rien à voir avec l'auricule. J'ai dit à Dr Bouzid, moi j'aime bien parler de ce que je fais et ce que je maîtrise le plus. Voilà. Donc, rapidement, c'est un cas clinique d'une patiente qui est totalement asymptomatique. Elle a 28 ans. Donc, comme vous voyez sur l'ECG, 12 dérivations de vitesse et d'étalonnage standard. Elle a une préexcitation ventriculaire avec un PR court et un QRS large. Que proposez-vous? Est-ce que vous allez rien faire parce qu'elle est asymptomatique ou proposer un traitement médical, épreuve d'effort ou étude électrophysiologique endocavitaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Ah oui, pardon. Ah pardon, d'accord. Donc le PR quand même il est court, le QRS il est large. Donc que proposez-vous? Donc bien sûr on a décidé de faire une étude électrophysiologique. Donc selon les guidelines de 2019 sur les tachycardies supraventriculaires, ils recommandent en cas de préexcitation ventriculaire asymptomatique de répondre à la première question: est-ce que le patient il présente une profession à risque ou c'est un athlète de compétition? Donc si c'est le cas, c'est une recommandation classe 1 pour l'étude électrophysiologique. Si ce n'est pas le cas, donc on a le choix de faire soit épreuve d'effort ou étude électrophysiologique. Mais la grande majorité quand même recommande l'étude électrophysiologique qui est indication classe 2A, par contre l'épreuve d'effort qui est classe 2B. Parce qu'il y a des constatations dans la littérature, même les patients qui ont une disparition brusque de la préexcitation à l'épreuve d'effort font aussi des arythmies très graves, ce qu'on appelle la fibrillation atriale préexcitée avec un SPERI, c'est-à-dire avec un RR très court. Et même aussi les patients qui ont une préexcitation intermittente peuvent aussi faire des arythmies graves. Donc cette patiente, elle est médecin. Donc je ne sais pas si vous allez considérer comme profession à risque. En tout cas, on lui a fait une étude électrophysiologique. Et bien sûr, avant de ramener le patient au bloc opératoire, toujours on essaye de localiser la voie accessoire pour choisir notre stratégie. Donc là, personnellement, j'utilise beaucoup, il y a plusieurs algorithmes, mais j'utilise l'algorithme d'Arruda, qui est basé pas sur la polarité du QRS, mais sur les 20 premières millisecondes de l'onde delta. Et donc, si on applique cet algorithme, on avait une onde qui est positive, isoélectrique en V1, donc c'est septal, et elle est positive, isoélectrique en AVF, donc c'est antéroseptal. Qui dit antéroseptal dit proche des voies de conduction. Donc, voici l'étude électrophysiologique. On commence toujours par la stimulation du ventricule droit. Donc, je sais, vous n'avez pas l'habitude peut-être de voir. Tout ce qui est en vert, c'est la sonde qui est au niveau du ventricule droit. Et en jaune, c'est la sonde qui est au niveau du sinus coronaire. Donc, on a stimulé le ventricule droit et on voit qu'il y a une dissociation auriculo-ventriculaire. Cela exclut la possibilité d'avoir des tachycardies orthodromiques en moins chez cette patiente parce qu'il n'y a pas de conduction rétrograde, que ce soit par la voie nodo-ischienne ou par la voie accessoire. Donc après, regardez, on fait la stimulation atriale. Donc le spike, il est sur le sinus coronaire 7-8. Donc je stimule avec un train de stimulation fixe et on envoie des extrastimulés et on a donc la période réfractaire qui est à 310 millisecondes. Donc dans les guidelines, on dit qu'une voie accessoire dangereuse, c'est quand on a une période réfractaire inférieure ou égale à 250. Donc ma question ici, quelle est l'étape suivante? Est-ce que vous allez dire fin de l'examen, on retire les cathéters parce que la période réfractaire elle est longue? Est-ce que vous allez faire quand même l'ablation? Est-ce que vous allez refaire l'exploration sous Isuprel? Donc, bien sûr, il faut toujours sensibiliser l'étude électrophysiologique par l'administration de l'Isuprel, parce qu'on peut avoir des périodes réfractaires plus courtes, beaucoup plus courtes sous Isuprel. Dans la vie réelle, les patients sont à l'effort physique et il y a la sécrétion des catécholamines, donc on essaye de mimer la vie réelle.
Et donc, quand on a fait l'Isuprel, on avait une période réfractaire qui est à 270 millisecondes. Donc, 270 millisecondes, c'est une période réfractaire aussi qui n'est pas dangereuse. Elle reste supérieure à 250 millisecondes. Par contre, regardez ici ce qu'on constate chez cette patiente. Donc, ici, à gauche de l'écran, on avait une disparition de la préexcitation. À droite, donc, il y a toujours le QRS préexcité. Mais regardez, quand on calcule le AV, ici, par exemple, il est à 88 millisecondes. Après, avec un train de stimulé, avec une extrastimulation, on a un AV qui est à 200 millisecondes. Et regardez ici, qui passe à 230 millisecondes. Donc, on a une conduction via cette voie accessoire qui est décrémentielle, qui est contre une voie accessoire typique. Donc, ça, c'est une voie accessoire fasciculo-ventriculaire avec un allongement du AH, sans allongement du HV. Donc, c'est une voie qui est totalement bénigne, qui ne donne jamais de tachycardie et qui ne nécessite jamais d'ablation. Donc, c'est pour cette raison, toujours, il faut commencer par l'étude électrophysiologique avant de passer à l'ablation. Bon, les voies accessoires, on les divise en deux. Il y a les faisceaux de Kent qui sont typiques, qui se caractérisent essentiellement par la loi de tout ou rien, c'est-à-dire que c'est une conduction non décrémentielle. On a le AV ou le A delta qui est fixe. Par contre, une voie accessoire atypique, comme le cas de cette patiente, on avait une conduction décrémentielle, donc elle passe par le nœud AV, elle est protégée, donc il n'y a pas de risque de mort subite et elle ne nécessite même pas une ablation. Donc, juste pour vous expliquer quelle est la différence entre une voie atypique et atypique, regardez, ça c'est un autre cas d'un homme qui a 18 ans, qui présente un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Donc, regardez ici, on stimule toujours le ventricule droit. On a deux activations atriales totalement différentes. Donc, la première, donc regardez ici, avec la première stimulation, ça, je capture le ventricule droit, j'ai une activation. En vert, c'est la sonde au niveau du sinus coronaire. Donc, j'ai une activation qui est ce qu'on appelle concentrique, c'est-à-dire qui part du sinus coronaire 19-20 vers le sinus coronaire N2. Donc, c'est une activation de la droite vers la gauche. Par contre, le deuxième battement, j'ai une activation dans le sens contraire, excentrique, qui part du sinus coronaire N2 vers le sinus coronaire 19-20. C'est-à-dire qu'ici, je capture la voie nodo-icienne, la voie normale. Par contre, là, ça passe par la voie accessoire, qui est évidemment ici, elle est à gauche. Donc là, je fais une autre manœuvre de stimulation. Cette fois-ci, je stimule proche de la voie accessoire. Je capture tout le temps la voie accessoire. On a une capture excentrique, une activation excentrique du sinus coronaire N2 vers le sinus coronaire 19-20. Donc, juste pour vous montrer ici la différence avec le cas précédent, regardez, avec un train de stimulation atriale S1, 540 millisecondes, S1, S2, 410 millisecondes, on a un QRS préexcité avec un AV qui est à 102, 103 millisecondes. Je diminue l'extrastimulation à 390 millisecondes et j'ai toujours le même AV à 102 millisecondes. Après, le train de stimulation, toujours 540 millisecondes, mais avec une extra à 370 millisecondes, donc AV constant. Donc ici, c'est une voie accessoire typique parce qu'on a une conduction qui obéit à la loi de tout ou rien. Donc bien sûr, il a été ablaté avec succès, c'était un quinte latérale gauche, ablaté H3, après ponction transseptale, bien sûr. Donc, l'intérêt de ce cas clinique, il nous montre l'intérêt de faire toujours une étude électrophysiologique précise avant de passer à l'ablation. Donc, en rythmologie, ce n'est pas comme la cardiologie interventionnelle. Donc, je pense qu'il y a quand même 4 phases donc, où on est debout, on met les cathéters. Après, on s'assoit carrément sur un tabouret pour faire l'étude électrophysiologique. Oui, on s'assoit, on demande à celui qui est derrière la baie d'électrophysiologie de faire des mesures, de noter les mesures parce que parfois on oublie. Donc ce n'est pas comme la cardiologie interventionnelle. Et après,
on repasse en position debout pour faire l'ablation. Et la quatrième phase, on s'assoit encore pour s'assurer qu'on a bien fait les choses. Bien sûr, l'étude électrophysiologique est plus fiable pour stratifier le risque de la voie accessoire par rapport à l'épreuve d'effort. Toujours ne pas oublier de sensibiliser par les UPREL et ne pas méconnaître les voies accessoires atypiques qui ne nécessitent pas une ablation dans certains cas. Merci pour votre attention.